Alors, je vais être rapide, hein. Je rentre directement dans le vif du sujet. Pour les enjeux de santé, ça peut vous paraître bizarre d'en parler dans cette instance quand on s'occupe d'agriculture. Je prends le cas du diabète. Donc, le diabète, c'est une des maladies chroniques non transmissibles qui augmente dans le monde et en Europe et en France. Et ici, la particularité de ce graphique, c'est que je montre l'évolution par classe d'âge. C'est le nombre de nouveaux cas par an. Donc ça va de 0 à 160 000. Chez la classe d'âge la plus jeune, les moins de 45 ans. Chez les 45-75 ans, les plus de 75 ans. Donc la particularité, hein, c'est ce que je note, c'est une augmentation. Le nombre de nouveaux cas par an augmente chaque année pour la classe d'âge moyenne. Et qu'il y a des dynamiques similaires pour les cancers, donc le même classement des courbes, les polyarthrites, maladies coronariennes, certaines formes d'autisme et de dépression sévère. L'augmentation durant les 20 dernières années est la plus importante pour la classe d'âge la plus jeune, donc les verts, pour les maladies de Crohn, donc de l'intestin et les spondylarthrites. Et l'augmentation est la plus forte pour la classe d'âge la plus âgée, pour la maladie d'Alzheimer, les Parkinson. C'est des statistiques de l'Institut de veille sanitaire. Le coût, en France, 90 milliards d'euros. 12 millions de personnes concernées en 2015, c'est-à-dire plus de 15% de la population française. Et l'augmentation des dépenses de santé est de 4% par an, et dont 1,6%, c'est indépendamment du vieillissement. Donc ce qu'il faut retenir, une augmentation qui n'est pas due qu'au vieillissement pour l'ensemble de ces maladies chroniques. Les projections pour le futur, je montre ici le cas de l'obésité. Donc vous avez les statistiques depuis les années 70 à 90 et des projections jusqu'en 2030 faites par l'OCDE. Actuellement, on est à peu près à 650 millions, 13% de la population mondiale en situation d'obésité. La France se situe ici. Dans les années 90, 5-6%. Actuellement, on est à presque 20%. Et ces projections alarmantes sont faites aussi pour le diabète. Alors pourquoi c'est important ? Parce que le diabète de type 2, dont je viens de parler, et l'obésité, c'est la porte d'entrée pour toutes les autres maladies chroniques dont j'ai parlé très succinctement. On les appelle des maladies déclencheuses. Alors bien sûr que l'origine de ces maladies est multifactorielle et que l'alimentation et l'environnement dont on va parler, c'est qu'une partie du problème. Il y a beaucoup d'autres facteurs, il faut être très clair là-dessus. Et il y a une accumulation de preuves scientifiques qui montrent que ces maladies ont pour origine une modification de notre microbiote intestinal. Une modification, donc un dysfonctionnement qu'on appelle dysbiose, et que cela, ça concerne un quart de la population française. Ce qui n'est pas loin d'ailleurs du nombre de personnes atteintes par une maladie chronique non transmissible, donc qui sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Deuxième registre, l'environnement. Actuellement, l'agriculture et l'alimentation, c'est 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez essentiellement le méthane, les vaches, pour faire vite, le protoxyde d'azote, 40% dans les deux cas. Protoxyde d'azote, essentiellement les émissions provenant des apports d'engrais azotés et des déjections, et 15-20% le CO2, donc le fioul des tracteurs. Durant les 20 dernières années, pour tous les secteurs d'activité qui sont mentionnés par différentes couleurs, on a réduit de 0,5% par an les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble des secteurs. On est passé de 580 millions de tonnes de CO2 en équivalent à 480. Mais depuis cette année, vous savez qu'il y a un objectif de zéro émission nette en France, en Europe et dans d'autres pays du monde, ce qui veut dire en 2050 que les émissions qui resteront devront être compensées par un stockage de carbone dans les sols ou les océans. Je ne vais pas détailler ce point-là. Pour l'agriculture et l'alimentation, vous voyez que toutes les barres, l'agriculture c'est ce qui est en ce vert, et l'alimentation, la réduction est plus faible, à savoir il est convenu de diviser par 2, alors que pour le reste des activités, c'est-à-dire l'industrie, le transport, le logement, c'est quasiment, il n'y a plus d'émissions nettes. Là, il est prévu de les diviser par 2, ces émissions, parce qu'on considère qu'il y a des émissions incompressibles liées à l'activité agricole, le fait d'utiliser les engrais ou d'avoir des vaches.
mais il faut quand même les diviser par 2. Donc, et pour moi, ce qui a changé, c'est que c'est un objectif à atteindre. Donc ces enjeux de santé rappelés très rapidement et d'environnement, en fait, ça interroge l'agriculture et l'alimentation, car, comme j'ai commencé à l'esquisser, et quand je veux le montrer plus en détail, tout est lié. Les politiques publiques. Je marque ici pour la France les émissions pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est le passé en bleu, le futur en vert, les projections. C'est que depuis 3 ans, on n'a pas réussi à suivre le plan. Donc on est un petit peu en retard. Je parle pour l'ensemble des activités. Je ne parle pas forcément de l'agriculture et de l'alimentation. Donc il y a des objectifs ambitieux pour arriver à 0 émission nette, mais on a un petit décalage déjà maintenant, puisqu'il faut passer de moins 0,5% par an à peu près 4-5% par an en termes de réduction. Donc il faut absolument accentuer l'effort. En termes d'impact santé, je prends le cas de l'obésité chez les adolescents. Entre 2001 et 2017, malgré des plans d'État, ce qu'on appelle le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, l'obésité a augmenté. On est passé de 3,5 à 5,5% en termes d'obésité et de 12 à 13% en termes de surpoids. Et ces évolutions-là, on va le voir, ça questionne notre alimentation, mais au-delà de ce qu'on considère traditionnellement la balance en calories. Vous allez voir que ça met en jeu des choses assez subtiles au niveau de notre alimentation qui interrogent la manière dont on élève les animaux. Dernière chose, éco-phyto. Vous en avez entendu parler, l'objectif c'était de réduire par 2 les utilisations de phyto. Et sur une dizaine d'années, finalement, les changements ont été quasiment nuls. Donc on voit qu'il y a des politiques publiques qui sont très ambitieuses par domaine. J'ai simplifié, je n'ai pas tout considéré, l'environnement, le climat, la santé, les phytos, et qu'on a du mal finalement, par les politiques publiques, à parvenir à des résultats significatifs, sauf pour les antibiotiques en élevage. Et donc ça pose la question des synergies. Et donc il faut rentrer dans le détail pour comprendre comment finalement on peut sortir de ces difficultés. Et nous allons le voir pour les protéines, donc qui sont une partie du problème ou une partie de la solution. Parce que sur la question des protéines en termes d'enjeux d'environnement et de santé, d'agriculture et d'alimentation, il y a maintenant des connaissances scientifiques plutôt bien établies aujourd'hui que je vais résumer. Mais il faut accepter pour ça d'aborder la complexité. Il ne faut pas de message simpliste, car les aliments qui sont riches en protéines, ils sont aussi source d'acides gras, les produits animaux, et de fibres et de micronutriments, les protéines végétales, puisqu'on a 2 sources de protéines, les animaux et les végétaux. Et ces acides gras et ces fibres sont à fort impact santé. Et la manière dont on cultive les plantes et la manière dont on élève les animaux va influer finalement sur ces composés, donc associés aux protéines, à savoir les acides gras et les fibres. Donc maintenant, je vais rentrer dans le détail. Un premier enjeu en termes d'environnement, c'est de réduire la compétition entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine. C'est un grand débat, ça au moins dans la recherche. Certains considèrent qu'il n'y a pas de place pour les animaux, et en fait il y a un consensus, je ne parle pas dans la recherche, dans la société, pour dire que l'élevage a toute sa place, donc la production de produits animaux, notamment si on utilise des ressources qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation humaine. Mais dans la majorité des systèmes d'élevage, je prends le cas de la France, on utilise des ressources qui rentrent en compétition avec l'alimentation humaine. C'est le cas du maïs, des céréales, des tourteaux de soja importés. On importe l'équivalent de 2 millions d'hectares de tourteaux de soja si on les cultivait en France. Par contre, il y a, pour les ruminants, des systèmes d'élevage qu'on appelle herbagés, qui utilisent de l'herbe. Et ça permet de produire 35% du lait en France et 80% de la viande. Et ça n'entre pas en compétition avec l'alimentation humaine. Par contre, pour les monogastriques, à savoir les volailles et les cochons, il y a seulement 15% de coproduits, donc entre guillemets de déchets, mais il faut voir positivement, de l'industrie agroalimentaire qui permettent de nourrir ces animaux, ce qui veut dire que le reste, c'est du blé, du maïs, des tourteaux qui, eux, rentrent en compétition avec l'alimentation humaine. Donc, en termes d'enseignement, l'idée, c'est de privilégier
les produits animaux dans la production et dans la consommation, qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation humaine. Ça, c'est ce qui ressort de la recherche. Ça veut dire que l'élevage a toute sa place, mais pas n'importe quelle place. Un autre enjeu, réduire les gaz à effet de serre, fondamental compte tenu de ce que je viens de dire sur zéro émission nette en 2050. Alors l'élevage, il est un petit peu dans le rouge, on le sait, puisque c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Là, après, on peut discuter sur les chiffres, mais il faut savoir que c'est beaucoup. Essentiellement, donc, le méthane, directement, avec le ruminant, mais aussi le protoxyde d'azote quand on fertilise des céréales pour fabriquer les compléments protéiques. Par contre, un élevage herbagé, comme je l'ai dit, par le fait que ces élevages utilisent les prairies, ça permet de maintenir, voire d'améliorer les stocks de carbone dans nos sols. Et ça, c'est un moyen de réguler ou de contrecarrer le dérèglement climatique. Par contre, quand on regarde finalement les gaz à effet de serre en équivalent CO2 pour produire 100 grammes de protéines, ben c'est 2 ou 3 kilos de CO2 pour des protéines issues de légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches. Pour les produits laitiers, le porc, la volaille, c'est entre 5 et 15 kilos. Et pour la viande rouge, c'est entre 15 et 30 kilos. Alors, je mets des fourchettes parce que c'est très large, mais il faut savoir qu'il y a un facteur qui peut aller jusqu'à 10 entre des protéines végétales et des protéines animales lorsque je considère les extrêmes. Ça, c'est une donnée scientifique. Maintenant, ce n'est pas une donnée scientifique, c'est des multiples et de multiples données. Quand on regarde côté alimentation, nos besoins en protéines, qu'elles soient végétales ou animales, c'est 0,8 grammes par kilo de poids corporel. Donc en moyenne, pour la population française, c'est 60 grammes par jour. Les recommandations de l'ANSES, donc ils prennent des précautions pour ne pas être en situation de déficit, c'est autour de 1,2 grammes par kilo de poids corporel. Et notre consommation en France, la dernière enquête qu'on appelle 1K, c'est 1,4 kg. Donc on a une surconsommation en moyenne de protéines, soit animales, soit végétales, qui est de l'ordre de 10, 15, 20%, voire beaucoup plus si on prenait en compte nos stricts besoins. Donc ça fait problème, parce qu'on a un excédent de protéines, et notamment on consomme des protéines qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Donc vous voyez poindre l'idée de réduire notre consommation de protéines, déjà globalement, parce que c'est un moyen d'atteindre le zéro émission nette en 2050. Et quand on regarde un régime alimentaire français moyen ou occidental, les protéines animales, c'est 80% des gaz à effet de serre de notre alimentation. C'est considérable. C'est-à-dire le reste, les produits végétaux, les fruits et légumes, c'est pas grand-chose à côté. Ces chiffres-là, maintenant, sont solidement établis. On peut pinailler de 10% en plus, en moins, peu importe. Donc la diminution de consommation de viande, compte tenu de ce que je viens de dire, sans nuire à notre santé, puisqu'on est très au-dessus de nos besoins, c'est un levier fort pour diminuer les gaz à effet de serre. Autre chose que vous connaissez bien, c'est qu'un excès de consommation de viande rouge ou de charcuterie accroît le risque, tout ça c'est en termes de risque, je parle de cancer. Et que les dernières statistiques montrent que cette consommation dépasse les recommandations officielles pour à peu près 50% de la population française. Et donc une consommation modérée est conseillée pour des raisons de santé, mais on l'a vu aussi tout à l'heure, pour des raisons environnementales. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Maintenant, je vais aborder des choses qui sont que vous connaissez peut-être moins bien. Tout ce que je viens de rappeler, je pense que vous le connaissez. Eh bien, c'est l'idée qu'il faut prendre en compte d'autres choses que les protéines, sinon on a des messages simplistes. Quand on regarde notre alimentation, un trait caractéristique, c'est notre déficience en oméga 3, qui sont des acides gras insaturés, polyinsaturés à longue chaîne. 90% de la population française a un déficit en oméga 3. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le mode d'alimentation des animaux a un effet important sur la composition en acides gras des produits. Les oméga 3 dans le lait, les œufs, les viandes peuvent être multipliés par 2 ou par 3 selon leur alimentation. Et il y a une différence déjà entre un ruminant, un bovin alimenté au maïs soja, 75% du lait,
65%, pardon, ou alimentés à l'herbe. C'est beaucoup plus important alimenter à l'herbe. Et pour les monogastriques, lorsqu'ils sont complémentés en lin, comme dans le cas de la filière bleu blanc cœur, ça permet aussi d'accroître la quantité de ces acides gras qui sont fondamentaux pour notre santé. Mais en France, 20% de la viande seulement est finie à l'herbe. 35% est à l'herbe, et 4 à 10%, donc moins de 10%, du porc et du poulet sont complémentés en lin, ce qui permet d'avoir une richesse exceptionnelle en oméga 3 dont nous sommes déficitaires. Parce que ce déficit en oméga 3, important, il accroît le risque de dysbiose intestinale, qui concerne un quart de la population française, et donc qui est un facteur de risque pour l'ensemble des maladies chroniques que j'ai présentées. Donc la consommation de produits issus d'une alimentation à l'herbe, essentiellement les ruminants, et ou complémentés en lin, permet de réduire de plus de 50% notre déficit en oméga 3. C'est une publication récente que je viens de faire, et qui conforte d'autres. L'autre chose que vous connaissez peut-être moins bien, c'est que diversifier notre régime de protéines, le cœur de notre réunion, c'est important pour l'environnement, on vient de le voir, mais aussi parce que ça permet d'apporter des fibres. Les fibres qu'on ne peut pas digérer nous-mêmes, mais que digèrent nos micro-organismes, ce sont le carburant de nos micro-organismes qui nous habitent, et c'est ce qui évite les dysbioses dont j'ai parlé aussi, comme les oméga 3, et ça permet de produire des molécules d'intérêt, donc anti-inflammatoires pour notre santé. Mais un apport insuffisant de fibres donc, accroît le risque de dysbiose, et les chiffres officiels, le seuil de 30 grammes par jour en fibres n'est atteint que pour moins de 10% de la population française. Donc c'est des choses massives, oméga 3, 90%, et là, moins de la moitié en dépendant. C'est pourquoi les légumineuses, outre le rapport de protéines, qui est bien connu, elles apportent aussi ces fibres qui sont utiles au bon fonctionnement de notre microbiote. Donc les choses se complexifient un petit peu. Mais la consommation de légumineuses, qui était au début du siècle de 7,3 kg, n'est que maintenant de 1,4 kg depuis 1985. Et en plus, on le disait tout à l'heure, ces légumineuses, notamment les lentilles, sont importées du Canada. Donc augmenter la part des légumineuses contribue à l'apport de fibres, en plus des protéines. Le troisième volet, pour en terminer, c'est le degré de transformation des produits consommés. Les aliments qu'on appelle ultra transformés, qui sont des aliments dénaturés qu'on reconstitue, auxquels on ajoute des additifs, les émulsifiants, les édulcorants, sont consommés en excès, 35% de nos calories en France en moyenne. Et maintenant, il est montré que ces aliments ultra transformés modifient aussi notre microbiote intestinal, donc créent des dysbioses. Quand on consomme des graines entières, que ce soit les légumineuses, donc pour les fibres, mais aussi des céréales complètes, j'élargis le sujet, on a le bénéfice des fibres, mais malheureusement, il y a beaucoup plus de résidus de pesticides. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, quand on consomme des graines entières, donc qui apportent des fibres, qu'il est encouragé d'aller plus vers le bio, au moins dans ces situations. Ce que je viens de dire aussi pose une alerte sur les steaks végétaux, c'est-à-dire les protéines végétales, qui sont faites à partir pas de produits bruts, mais les steaks artificiels et autres. Parce que ce sont généralement des produits ultra transformés, et donc qui sont super du point de vue environnemental, mais c'est une catastrophe du point de vue de la santé. Et donc l'augmentation de la part des légumineuses dans l'alimentation doit être associée à une vigilance sur l'origine et le degré de transformation des produits. Pour clore cette partie avant la conclusion, j'ai fait une petite synthèse par rapport à l'environnement. Et ce que je montre, vous vous rappelez ce qui a changé, c'est qu'il ne s'agit plus finalement d'améliorer, comme on l'a fait durant les 30 dernières années, notre alimentation, notre agriculture, par rapport aux gaz à effet de serre, aux contaminants. Il s'agit d'atteindre des objectifs. Zéro émission nette en 2050, stopper l'obésité, l'augmentation du diabète, et ainsi de suite. Donc c'est un changement de donne, c'est plus améliorer, c'est atteindre des objectifs. Ça change radicalement la donne. Donc là, je prends le cas des gaz à effet de serre, des émissions. J'ai comparé combien on peut gagner de gaz à effet de serre, donc en gros 110 millions, disons l'agriculture, 110 millions de tonnes,
On voit que par l'amélioration des systèmes agricoles et l'alimentation, on peut gagner 15 millions de tonnes sur 110. Bon, si on fait de méthanisation, on peut gagner 7 millions de tonnes. Le stockage du carbone dans les sols, qui est beaucoup mis en avant avec le 4 pour 1000 en agriculture, on va pouvoir gagner 17 millions de tonnes. Mais il ne faut pas oublier que c'est transitoire. Une fois qu'on a saturé les sols de carbone, avec des arbres, tout ça, des prairies, il n'en stocke pas plus. Par contre, une alimentation plus végétalisée, c'est-à-dire plus de protéines végétales par rapport aux protéines animales, permet d'économiser 30 millions de tonnes. Et ça, l'effet est immédiat et durable. Ce n'est pas simple en agriculture, en élevage, j'en conviens, mais c'est des choses qui sont bien établies scientifiquement. Le problème, c'est qu'à ce jour, ni les politiques européennes, ni les politiques dans les États européens n'ont fait le choix d'attirer l'attention du public sur ce que j'appelle le problème élevage. L'élevage, on a vu que ça peut être un problème, mais c'est aussi une solution. J'ai bien montré qu'il y a des formes d'élevage qui sont vertueuses, notamment par rapport aux acides gras. Donc en conclusion, il y a besoin d'une approche holistique des protéines, de regarder les interfaces, certes santé-environnement, mais aussi avec les fibres et les acides gras. Et la bonne nouvelle, il y en a quand même une, c'est qu'un régime plus végétalisé permet simultanément d'améliorer notre santé. Il peut améliorer notre santé en choisissant les bons produits animaux et réduire notre impact environnemental de manière importante. Privilégier la consommation de produits de l'élevage en région est important pour conserver l'élevage dans les territoires. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, c'est des considérations européennes ou françaises, mais à un moment donné, il faut les traduire régionalement en tenant compte des spécificités, la place de l'élevage, des céréales, des zooprotagineux. On peut faire de l'élevage avec des externalités positives pour l'environnement et sans rentrer en compétition avec l'alimentation humaine. C'est le cas des coproduits, qui ne sont plus des déchets, mais des ressources. Et les prairies, en dehors du fait que le lait n'est pas la même qualité, c'est qu'elles jouent un rôle dans les systèmes de culture. En gros, quand les prairies sont mitées dans les paysages, en mosaïque, elles permettent de réduire les intrants sur les systèmes de grande culture. C'est des choses qui sont montrées scientifiquement. Donc on rentre dans des cercles vertueux. C'est pour ça que je parle d'externalités positives. On peut faire de l'élevage aussi avec des externalités positives pour la santé. Les poissons permettent d'apporter des oméga 3, mais l'élevage conduit avec certaines modalités d'alimentation permet aussi d'atteindre cet objectif. Et on peut bien sûr augmenter la production, la culture et la consommation de légumineuses à graines pour les protéines, mais il faut aussi penser fibres. Pour les gros bovins qui sont abattus, 57% seulement proviennent de la région. Donc ça veut dire qu'il y a des imports importants. Et quand on regarde la balance importation-exportation, là c'est en millions d'euros pour l'Occitanie, on voit que pour le lait, je n'ai pas les chiffres précis, mais bon, on est un petit peu excédentaire, semble-t-il. Par contre, on est fortement déficitaire, 350 millions d'euros pour la viande. Donc même si on consomme moins de viande, déjà, il faut privilégier celle qui est faite en Occitanie. Et pour les protéines végétales, je ne vais pas m'étendre, mais il y a tout un travail actuellement en Occitanie, que certains d'entre vous connaissent très bien, d'accroître la production des légumineuses à graines, notamment pour la consommation humaine. Mais on voit qu'il faut rééquilibrer entre protéines animales et protéines végétales. Donc ma dernière diapo, je rappelle que ce projet que j'ai introduit, il se situe dans un projet de recherche qui s'appelle « Accompagner la transition agroécologique par une recherche-intervention ». La transition agroécologique des systèmes alimentaires. Trop souvent, on a réduit la transition agroécologique à l'agriculture. En fait, tout ce que je viens de dire, c'est pour aller jusqu'à l'alimentation. Et aussi, ça s'inscrit dans une dynamique de l'INRA qui est de s'intéresser maintenant à la transition agroécologique des systèmes alimentaires. Le domaine d'innovation, c'est mettre en relation la recherche avec les acteurs de l'économie de la société, et je me suis occupé de ce domaine d'innovation à l'INRA. Donc c'est en phase avec la stratégie régionale de l'INRA, et ça s'inscrit finalement dans ce projet régional. Un certain nombre d'éléments que j'ai présentés sont repris dans ce qu'on appelle le dictionnaire d'agroécologie. Vous pouvez en savoir plus en consultant ce site. Et j'ai cité quelques références bibliographiques pour étayer mes propos. J'en ai bien d'autres. Et vous pouvez toujours m'écrire à michel.duruy, je suis toujours disponible, @inra.fr, si vous voulez des compléments d'information.